Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans la prima pars qui regarde, je dirais, la théologie dogmatique. J'en suis rendu à la question 79 qui là pour le coup justement n'est pas une question de théologie mais plutôt une question de philosophie réaliste qui regarde l'homme par la raison seule et que saint Thomas d'Aquin met au service de la théologie. En effet, science et foi doivent marcher ensemble comme deux affectionnés et donc il ne peut pas y avoir de contradiction en ce que notre raison découvre par elle-même et ce que la foi nous révèle. Et donc le titre de la question c'est « Les facultés intellectuelles de l'homme ». Donc, a priori, puisque saint Thomas d'Aquin le fait en théologie, donc en se servant d'arguments d'autorité, je procéderai différemment en philosophie, par l'observation. Et donc, j'arriverai aux mêmes conclusions, évidemment, mais par une méthode qui permet à chacun de trouver la vérité à partir de l'observation du réel. Alors c'est une question assez importante en taille puisqu'elle fait 13 articles et donc je la diviserai en deux parties. Le premier article demande « Est-ce que notre intelligence est une faculté de notre âme ou est-ce que c'est l'essence même de notre âme ?» Alors je dirais que si saint Thomas se pose cette question, dont la réponse est évidente à l'expérience, nous voyons bien que notre intelligence ne s'exerce qu'à un certain moment donné de notre vie et qu'elle n'est pas le tout de notre être, que nous avons bien d'autres facultés, dont des facultés sensibles et des facultés biologiques. Mais si saint Thomas se pose cette question, c'est justement là parce qu'il est théologien et il le sait bien. En Dieu, il n'y a pas de distinction réelle entre son intelligence et son essence. Je veux dire par là que Dieu, qui est simple et éternel, eh bien, n'a pas ce genre de division. Il est sa propre intelligence, éternelle, immuable, et il est aussi l'acte même de son intelligence. Je veux dire par là qu'il n'y a pas encore cette distinction-là. En nous, c'est tout à fait différent. Nous le constatons. Je dirais même plus, lorsqu'on regarde quand notre être est apparu, ça veut dire dans le ventre de notre mère, eh bien nous constatons que l'acte intellectuel n'est apparu lui-même que bien après notre naissance, au bout de quelques années, et qu'il était bien imparfait au début. Tandis que, évidemment, n'importe qui, notre maman en particulier, savait que, alors que nous étions un nourrisson, même si nous n'exercions pas encore nos facultés intellectuelles, elles étaient bien là, qui dormaient, simplement, et qu'il fallait que se développent nos facultés sensibles pour qu'un jour elles puissent émerger. Et donc, je dirais ce que nous posons avec certitude comme existant, puisque l'acte est là, eh bien, nous n'avons pu le poser de cette façon-là que bien après notre naissance, et pourtant, la faculté vitale était là, sommeillante. L'Église ajoutera, et c'est le pape Jean-Paul II qui le dit dans Donum Vitae, chapitre 6, que c'est dès notre conception que notre âme spirituelle est créée avec toutes ses facultés, dont celles qui sommeillent à cette époque-là. Tandis que s'exercent dès le départ les facultés d'ordre végétatif. Notre corps, je veux dire par là, notre corps se développe. Nos facultés de respiration cellulaire, de nutrition cellulaire, de croissance sont en acte, sinon, eh bien, le petit bébé que nous étions serait mort aussitôt. La conclusion de cela, c'est évidemment donc que notre intelligence n'est pas identique à l'essence même de notre âme, mais est une faculté de notre âme, fondée sur cette âme et que cette âme fait exister. Alors tout de même, quelques objections. Notre âme, puisqu'elle fait exister notre intelligence, notre âme est donc spirituelle. Et on l'appelle une âme spirituelle, justement. Or, ce qui caractérise la spiritualité, plutôt l'âme spirituelle, c'est qu'elle est unifiée, elle est une seule substance et donc on ne doit pas pouvoir distinguer les facultés qui émanent d'elle de son essence elle-même. Alors, il faut comprendre, quand on appelle l'âme humaine une âme spirituelle, ça veut dire que sa nature est capable de faire exister dans l'unité de notre être
un esprit, intelligence et volonté, de même que l'âme d'un animal, on l'appelle une âme sensible, en ce sens qu'elle fait exister dans ce corps biologique des facultés sensibles. Mais ça ne veut pas dire que, je dirais, eh bien, ce qui fait exister est la même chose que ce qu'elle fait exister, à savoir les facultés qui émanent d'elle. D'ailleurs, on le voit bien, ces facultés ne s'exercent qu'à un certain moment donné, alors que l'âme spirituelle crée l'unité de tout notre être dès notre conception. Deuxième objection, on le voit bien, les pères de l'Église appelaient esprit la faculté non seulement d'intelligence, mais l'affectivité spirituelle. Et donc, ils emploient un terme pour l'autre, âme spirituelle, âme, et puis l'esprit. L'esprit, c'est ce qui survit après la mort. Donc, on doit absolument unifier ces choses-là. Notre intelligence est donc la même chose que notre âme. La réponse est qu'il faut se méfier du vocabulaire où effectivement les pères ont utilisé un mot pour l'autre. D'ailleurs, même le mot âme a plusieurs sens, puisque dans la Bible, ça peut signifier le cœur profond où Dieu habite, donc là où notre volonté s'unit à Dieu, mais ça peut signifier aussi notre vie sensible. Quand on parle du corps, de mon âme et de mon esprit, là, l'âme est prise dans le sens de la vie intermédiaire, faculté des sensations. Et puis, il y a ce troisième sens ici que j'utilise. L'âme, c'est l'équivalent de ma substance, la cause qui fait exister mon être et ma vie dans leur unité. Eh bien, on doit dire que parce qu'elle fait exister les facultés spirituelles, on lui donne son nom, mais les facultés sont bien issues de l'âme et ne sont pas identiques à l'essence de l'âme. Une troisième objection qui est prise de la théologie. On dit bien que les anges sont de purs esprits, des intelligences pures, et donc, comme ils sont proches de nous, ce sont des êtres purement spirituels. Nous, effectivement, nous ne sommes pas que spirituels, mais tout de même, la partie spirituelle en nous, ça montre que c'est notre intelligence, tout simplement. Donc, encore une fois, dans le vocabulaire, on prend pour désigner les êtres spirituels que sont les anges, la partie la plus noble de leur être, la partie qui s'exerce dès le départ de leur conception. Et donc, on peut faire parfois cela pour l'homme, mais en réalité, encore une fois, il faut considérer l'homme de cette façon-là. On le voit, l'âme est comme le centre vital qui fait exister dans l'unité la totalité de notre être, et les facultés de vie spirituelle qui sont représentées ici, eh bien, elles trouvent leur existence à partir de l'âme, et comme l'âme, évidemment, peut se définir dans sa nature parce qu'elle fait exister et qui a la plus grande noblesse, voilà pourquoi on dit que l'âme est spirituelle, et donc elle est de la même nature que les parties les plus nobles qu'elle fait exister. Ce qui veut dire que quand le corps qui est mixte, les facultés sensibles et les facultés végétatives qui sont fondées sur le corps, et donc qui sont mixtes, qui sont faites de matière aussi, eh bien quand le corps meurt, cette partie-là disparaît d'après saint Thomas d'Aquin et ne subsiste avec certitude que la partie âme et la partie spirituelle qui en émane, mais qui sont bien distinctes. Alors dernière objection, la substance qu'est l'âme est spirituelle puisqu'elle fait exister en elle des parties spirituelles, l'intelligence et la volonté. Et donc on doit dire que tout ça fait un. De même que l'intelligence est donc immatérielle et survit à la mort, alors sa cause, l'âme, est immatérielle et survit à la mort. La réponse est que l'âme, telle que je l'ai représentée, il faut la considérer dans son efficacité. Elle provoque l'unité de mon être et donc elle s'exerce en acte de manière parfaite dès ma conception. Tandis que l'intelligence, faculté qui émane de l'âme, eh bien, peut rester à dormir pendant des années avant de s'éveiller peu à peu. Et donc, rien que par là, on le voit, par l'objet de l'intelligence qui est l'accession à la vérité, l'objet de la volonté qui est l'accession au bien, eh bien, il y a une distinction entre le cœur qui fait exister mon être et puis les facultés qui sortent de ce cœur et qui s'exercent à un certain moment. Alors, l'article 2 demande « Est-ce que l'intelligence humaine est une puissance passive ?» Il faut bien comprendre ce qu'on entend par une puissance passive. Être passif a plusieurs sens. Par exemple, si je subis un coup de poing, que je le reçois d'un autre, quelque part je suis passif.
et donc quelque chose m'est asséné sans que je puisse y répondre. Ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut regarder le mot passif lorsqu'on l'attribue à l'intelligence, mais plutôt d'une autre façon, à savoir un être en puissance, ou plutôt une faculté en puissance à son objet, et qui tout d'un coup recevrait cet objet. Alors, pour le comprendre, il faut encore une fois partir de l'expérience. Regardons ce qu'il se passe la première fois qu'une intelligence humaine s'exerce. On peut l'observer chez les petits-enfants. Au point de départ, leur approche du réel est certes passif, mais par le sens. Ça veut dire qu'un tout petit enfant, lorsqu'il voit passer un chat devant lui, eh bien, il voit d'abord une tache de couleur et il la repère par son mouvement. Ceci attire son attention. Et peu à peu, eh bien, il peut identifier très concrètement, et c'est avec un nom particulier, par exemple Minou, qu'il va appeler ce chat qui passe devant lui. Pour le moment, on peut dire que l'activité, c'est uniquement ses sens. C'est aussi son estimative qui explique que cette petite bête qu'il fréquente habituellement est quelque chose de sympathique. Mais pour le moment, il n'a pas de capacité par son intelligence, je dirais, de saisir l'intelligibilité de cet être qui passe devant lui. Et puis, à un moment donné, étant confronté peut-être à d'autres chats, dans la rue par exemple, eh bien, il va faire le rapport. Et c'est là où son intelligence pour la première fois va s'exercer, en définissant quelque chose qui est commun entre le chat qui est à la maison habituellement, ce chat concret, et ces autres chats qui sont dans la rue. Et il va établir dans son intelligence un concept universel, celui de chat, tout simplement. Ou s'il voit un chien, celui d'animal. Et il y a quelque chose là qui est le premier acte de l'intelligence, puisqu'il a compris quelque chose de commun à deux êtres qui étaient concrets devant ses sens, et que son intelligence maintenant a compris. On le voit, cette opération intellectuelle chez le tout-petit a pour objet ce qu'on appelle l'être universel, autrement dit un concept qui est abstrait de réalité concrète et que le petit enfant a pu déjà extraire de ce qu'il avait vu avec ses sens. Ce concept universel qu'est là, le concept de chat, très concrètement, eh bien, il faut le dire, il a fait passer son intelligence de la puissance à un premier acte. Elle a compris quelque chose, à savoir qu'il y avait quelque chose de commun entre tous les chats qu'il pouvait repérer. Et même, il s'amusera au départ, en voyant un troisième chat, à le désigner comme étant un chat, un chat. Alors, maintenant, il faut pousser plus loin les choses en comparant l'exercice de cette intelligence humaine, tel qu'on le voit ici en acte, avec ce qui se passe pour Dieu et pour les anges. Et là, je passe dans une partie théologique de l'article. Pour ce qui est Dieu, c'est tout à fait différent, bien évidemment. Dieu, il est en acte pur d'intelligence. Je veux dire par là que, éternellement, il possède non seulement la connaissance plénière de ce qu'il est, mais de toute la potentialité de ce qu'il peut faire, de ce qu'il fera, de ce qu'il ne fera pas. Et donc, il n'y a pas chez lui passivité. Son intelligence est en acte pur. Rien ne peut faire passer son intelligence de la puissance à l'acte, ce qui explique que tout le futur qui pour nous est contingent, qui se passe dans le temps, Dieu dans son éternité, le connaît de toute éternité dans son présent. Et donc il n'apprend rien, il ne varie pas, il est immuable. C'est très différent de l'intelligence des anges, mais l'intelligence des anges, elle est particulière en ce sens que, dès le départ, eh bien, elle reçoit tous les concepts intelligibles, donc l'être universel dont elle a besoin pour plus tard. Tous sans exception, c'est la théorie de saint Thomas d'Aquin. En réalité, nous le voyons, quand il y a des futurs contingents, il faut bien que l'intelligence des anges ait une faculté, à être informée par, la réalité concrète telle qu'elle est dans son temps, pour pouvoir savoir où elle en est et pour pouvoir la diriger vers sa finalité.
Donc, l'intelligence des anges est active en ce sens qu'elle est nourrie dès sa conception par des concepts universels donnés par Dieu, mais elle est passive aussi en ce sens qu'elle peut être informée par le réel dont elle apprend quelque chose, en tout cas dans la situation concrète du réel qui est devant elle. Pour ce qui est de l'être humain, il ne reçoit, quant à lui, aucun concept universel de cette façon-là, si ce n'est, on le verra plus loin peut-être, une détermination cachée. Je veux dire par là que l'intelligence n'est pas comme une table totalement rase, elle a une orientation vers le bien, vers le vrai. Cependant, à part ses premiers principes, eh bien, tout ce qu'elle apprend, elle l'apprend de cette façon-là, et donc on peut dire qu'elle est véritablement une puissance passive qui au départ est endormie et qui peu à peu s'éveille et qui donc reçoit son activité de par le réel extérieur qui vient l'informer. Alors quelques objections, en particulier celle-ci qui dit « L'intelligence ne peut pas être une puissance passive puisque tout être est passif en raison de sa matière qui vient être informée par une forme. Or manifestement, l'intelligence n'est pas faite de matière. » Alors, il faut comprendre, bien sûr, lorsqu'on dit actif et passif, on le prend par analogie à ce qu'on constate effectivement dans la matière. Et au point de départ, les premiers philosophes, c'est en observant un artiste qui prend une matière, par exemple un bloc de marbre, et qui impose sa forme, qu'on a pu comprendre le passage de la puissance à l'acte. Mais pour l'intelligence, évidemment, c'est par une autre modalité que ça se fait. Mais analogiquement, métaphoriquement, on peut dire qu'elle est comme une matière passive qui reçoit sa forme, effectivement, depuis le réel, qui vient lui apporter des concepts, les concepts universels qu'elle est capable d'extraire à partir du réel sensible qui se présente au sens. Deuxième objection, tout ce qui est passif est corruptible. Et donc, l'intelligence étant incorruptible, elle ne peut pas être passive. Donc là encore, cette objection se prend d'une comparaison qui est une analogie et qui est rendue univoque à partir de la matière. La matière, elle, est passive et corruptible, mais l'intelligence, elle est simplement en puissance et sa nature est incorruptible. Donc, c'est tout à fait autre chose. Troisième objection. La faculté intellectuelle est la plus noble de toutes. Et donc, si on dit qu'elle est passive, qu'elle reçoit son information à partir de l'extérieur, alors dans ce cas-là, elle sera moins noble que mes facultés de vie végétative, comme la nutrition cellulaire, la division cellulaire, qui sont actives dès le départ de ma conception. Manifestement, donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, il faut répondre à cela que, évidemment, les facultés de vie végétative sont inférieures, mais même s'ils sont actives, c'est parce qu'elles ne sont pas du même ordre que les facultés intellectuelles qui, elles, par nature, sont supérieures, puisqu'elles atteignent le vrai. Tandis que les facultés de vie végétative sont actives, mais par rapport à la gestion de la matière qui peu à peu se structure. Donc, encore une fois, attention à ne pas regarder de manière univoque. Ce qui concerne la matière et uniquement la matière est inférieur à ce qui concerne l'esprit. Mais certes, même quand l'esprit, passe de la puissance à l'acte. L'article 3 demande « Faut-il admettre l'existence d'un intellect actif ?» Alors là encore, je ne vais pas me servir de l'autorité d'Aristote, mais il faut encore une fois partir de l'expérience et continuer la petite histoire que j'avais faite tout à l'heure à propos de ce petit enfant dont l'intelligence s'éveille. On a donc constaté que, au départ, c'est uniquement ses sens, la vue, l'ouïe, qu'avait repéré ce petit chat concret. Et donc, au point de départ, tout ceci avait informé son cerveau et ses facultés sensibles. Il avait pu identifier ce chat-là qu'il avait même nommé Minou. Et puis, à force de voir plusieurs chats, et puis un chien, et puis éventuellement, pourquoi pas, au zoo, un lion, il avait élaboré un concept universel, de plus en plus universel d'ailleurs, qui pouvait être d'abord le concept de chat, puis d'animal. Puis, éventuellement, au fur et à mesure qu'il progressait, il distinguait parmi les animaux des mammifères, des poissons, etc. Donc, on le constate, son intellect passif a reçu, je dirais,
une forme qui vient de ces concepts universels qui, véritablement, peu à peu, ont déterminé son intelligence qui, au départ, était un peu comme une table rase sur laquelle rien n'était inscrit. Mais peu à peu, cette intelligence s'est développée à cause de l'objet qui était apporté. Maintenant, essayons d'analyser ce qui s'est passé dans l'intelligence de ce petit. Eh bien, en fait, il part donc de quelque chose de sensible, repérable par ses sens, à un concept universel que seule son intelligence peut comprendre. Il y a donc eu forcément un saut qualitatif entre ces deux termes, les deux termes de cette opération, qui amène son intelligence à être en acte. Et donc, obligatoirement, il faut poser, et je sais, c'est une théorie, mais parce qu'il y a forcément une cause par rapport à un effet qu'on a devant nous, il faut poser une capacité de son intelligence à extraire, à partir de la réalité sensible qui est là, présente à ses sens, à extraire son intelligibilité, pour l'apporter à son intellect qui le reçoit passivement et qui comprend ce qui est en jeu. Eh bien, cette faculté de l'intelligence capable d'extraire du sensible l'intelligible, on l'appelle l'intellect agent. Et évidemment, même si on ne la constate pas puisque l'opération se fait naturellement, c'est par raisonnement et en appliquant le principe de causalité, puisque tout est fait, le concept universel au terme a forcément une cause qui lui est proportionnée, eh bien qu'on est obligé de poser cette cause active qu'on appelle l'intellect agent. Donc, l'intellect agent, qu'est-ce qu'il est? Il ne faut pas l'imaginer comme, je dirais, une deuxième intelligence. Non, c'est une faculté active de notre intelligence. Cette faculté capable d'extraire du sensible l'intellectuel. Et donc, ça fait partie de ses propriétés. Alors, quelques objections, dont la première serait ceci. Lorsque, par exemple, le petit enfant voit un chat, on ne pose pas dans son œil une capacité à extraire, je dirais, l'image sensible du chat pour la mettre dans le cerveau. Le sens fonctionne tout simplement par lui-même, passivement, il reçoit l'image du chat. Donc pourquoi le faire pour l'intelligence ? Eh bien, il faut observer l'observation des sens, qui ne sont pas frappés par le chat matériel qui est là devant soi, mais par ce que émet ce chat, la lumière qu'émet ce chat, la couleur qui vient frapper l'œil, et l'œil est capable, passivement, simplement, d'être informé par cette sensation, qu'il communique ensuite au cerveau et que le cerveau va traiter. Donc, inutile de poser un sens actif qui viendrait chercher la sensation comme cela. Pour l'intelligence, c'est très différent. Je dirais que le chat, il n'émane pas de lui l'intelligible. Ce n'est pas vrai. Il n'émane de lui que du sensible et l'apparence extérieure sensible. Il faut donc bien que mon intelligence soit capable d'aller chercher l'intelligible là où il est pour le fournir à l'intellect passif. Donc, l'intellect actif, en fait, est une capacité à comprendre, finalement, intelligemment, ce qui est émis sensiblement par la réalité qui est devant moi. Et donc, il y a bien une transmutation active du sensible à l'intelligible. Alors, Aristote prend une analogie pour éclairer les choses. Il dit, le sens a besoin de la lumière pour éclairer le sensible, et à ce moment-là, il peut s'en emparer. De même, l'intellect agent serait un peu comme la lumière qui éclairerait le sensible et donc il pourrait le fournir à l'intellect passif. Alors il faut répondre à cela que, effectivement, on peut se servir d'une sorte d'analogie comme cela, sauf que la lumière, elle est à l'extérieur de soi, tandis que l'intellect actif, c'est une propriété active de notre faculté d'intelligence. Donc attention de ne pas pousser trop loin l'analogie. Ce serait différent, par exemple, si le sens était lui-même producteur de lumière, qu'il éclairait le réel, un peu comme un rayon de lumière. Et à ce moment-là, on pourrait dire que le sens produit l'éclairage du sensible. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, évidemment, dans la sensation. Une dernière objection dit ceci. Pourquoi poser de manière complexe un intellect actif qui serait capable d'extraire du sensible la quiddité
Alors que l'intellect passif, eh bien, il doit pouvoir le faire en lui-même. C'est une faculté immatérielle et donc rien n'empêche que, eh bien, confronté à la sensation, l'intellect passif puisse lui-même extraire l'intelligible. Ce qui nous oblige à poser l'intellect actif, c'est la transmutation du sensible en intelligible. Et donc, il faut bien poser une cause active capable de faire cette chose-là. Mais évidemment, on n'est pas là en train de poser deux intelligences, une intelligence passive qui recevrait et une intelligence active qui serait une autre faculté, qui serait capable de faire cette opération. Non, c'est, par l'analyse qu'on distingue, ces deux propriétés de notre unique intelligence qui aboutit effectivement au terme à la compréhension des choses. Et c'est l'opération de l'appréhension. L'article 4 demande « Est-ce que l'intellect actif est une partie de notre âme humaine ?» Alors, évidemment, pourquoi se pose cette question-là? Parce qu'on le voit bien. Il y a donc dans notre âme humaine, dans notre intelligence, une faculté, une capacité à atteindre l'intelligible des réalités. Et donc, la question qui peut se poser, c'est est-ce que cette lumière-là, capable d'extraire à partir du sensible intelligible, est-ce que cette lumière-là ne serait pas quelque chose d'autre que nous? Par exemple, Dieu, un peu comme on le voit pour les anges. Les anges reçoivent de Dieu des concepts intelligibles à leur création, et donc peut-être que c'est Dieu qui, venant agir à travers notre âme, eh bien, éclaire la réalité sensible, et peu à peu, ainsi, notre intelligence se développe. Pour répondre à cette question, il faut encore en revenir à ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire partir de l'expérience. Et on le constate, on voit bien que c'est nous-mêmes qui progressivement, tels que nous sommes faits, puisque tout se développe en nous progressivement, c'est ainsi que l'être humain dans sa nature est structuré, c'est nous-mêmes qui peu à peu pénétrons de plus en plus les concepts universels, en élaborons de nouveaux. Mais on le voit, même actuellement, où notre intelligence s'est déjà développée, nous avons besoin sans cesse de revenir au concret. Par exemple, lorsque un philosophe de très haut niveau vit tellement dans l'abstraction qu'il ne revient jamais pour ses élèves à des exemples concrets, eh bien, très souvent, les élèves perdent le fil de son argumentation. Alors que s'il est capable d'alterner le retour au concret, sensible, et puis à partir de là, de fonder la théorie universelle pour ensuite en revenir au concret sensible, eh bien, on le voit, il y aura beaucoup plus de compréhension chez ces étudiants. Et tout cela est le signe que, manifestement, c'est la nature même du fonctionnement de notre intelligence qui est ici en jeu. Et il faut se servir de cela d'un point de vue pédagogique afin de faire progresser les intelligences qui sont encore trop dans le concret sensible. Résultat, si c'était une lumière de Dieu uniquement qui provoquait ce que fait l'intellect actif, alors eh bien l'opération serait parfaite et non pas progressive, comme on le voit pour les anges, qui reçoivent directement ces concepts qui sont parfaits à leur conception. Alors que pour nous, les choses progressent, il y a véritablement un rôle d'enseignement à partir de professeurs. Et tout ceci est le signe que c'est une faculté de notre âme. Notre âme a reçu de Dieu la puissance d'extraire à partir du sensible l'intelligible et donc ainsi, peu à peu, d'étape en étape, de progresser vers l'intelligence des choses. Alors quelques objections, dont la première dit « L'intellect actif ne peut pas faire partie de notre âme, ça ne peut pas être une faculté de notre âme. En effet, elle a un rôle d'illumination. Or, ce rôle appartient à une réalité supérieure à l'âme, qui serait donc Dieu, la lumière première, ou pourquoi pas les anges, qui illuminent par leur intelligence les autres intelligences inférieures. D'ailleurs, c'est ce que dit saint Jean, il y avait une lumière véritable qui illumine tout homme venant dans le monde, donc l'intellect actif ne doit pas être une faculté de l'âme. Alors il faut répondre à cela, que l'argument tiré de l'évangile selon saint Jean, évidemment, vise les choses que nous ne pouvons pas atteindre par la puissance de notre intelligence naturelle. Je veux dire par là que notre intelligence naturelle, elle se fonde à partir du sens.
et elle extrait du sens l'intelligibilité des choses. Ensuite, nous raisonnons et nous pouvons aller plus loin, par exemple, pour nous demander s'il n'y a pas un créateur à l'origine de toutes les merveilles que nous constatons. Mais certaines choses dépassent complètement les sens et l'observation par les sens. Je veux dire par là, par exemple, les secrets du cœur de Dieu, son intention nous concernant, pourquoi il nous a mis sur terre, pourquoi la souffrance. Et donc, là, évidemment, il faut que sous ce rapport-là, Dieu lui-même éclaire notre intelligence, d'une façon ou d'une autre, par sa révélation. Et c'est ça que ça vise, et non pas donc l'intelligence naturelle. Résultat, le théologien catholique, il admet véritablement deux domaines qui collaborent ensemble pour sa connaissance de Dieu. La raison seule, à partir de l'usage de l'intellect agent, qui regarde le monde, et qui, évidemment, aborde certaines créatures faites par Dieu, et donc qui peut remonter à Dieu par cette méthode-là. Et puis, la foi, ça veut dire la révélation de Dieu, lorsque l'intellect agent est incapable d'atteindre à certaines conclusions. Et les deux ensemble doivent marcher, ensemble, comme deux affectionnés. Une objection 2 dit ceci: manifestement, parfois, l'intellect agent est incapable de comprendre. Il n'arrive pas, et parfois, au contraire, il y arrive. Et donc, manifestement, il y a une vertu qui est supérieure à l'homme, qui ne vient pas de l'homme, et qui, je dirais, quand elle éclaire notre connaissance, eh bien, nous comprenons, et quand elle n'éclaire pas notre connaissance, nous ne comprenons pas. Donc, l'intellect agent viendrait d'une lumière surnaturelle, soit des anges, soit de Dieu. Alors, évidemment, l'explication par Dieu qui tout d'un coup n'éclairerait pas et tout d'un coup éclaire ne va pas. Il suffit de regarder simplement le fonctionnement de l'homme, à savoir que d'abord l'homme n'est pas tout le temps en acte d'intelliger. Il y a des moments où nous dormons et notre intelligence, pourquoi a-t-elle besoin de se reposer et donc à un moment donné de ne pas s'exercer? C'est parce que elle s'appuie sur les données du cerveau, non pas comme un organe, mais parce que le cerveau lui communique des images qu'elle peut regarder et dont elle peut extraire l'intelligibilité. Il y a d'autres principes de fragilité. L'intellect agent n'est pas une puissance infinie. Et d'autre part, lorsque le concept est apporté à l'intellect possible, eh bien, cet intellect possible, il comprend plus ou moins ce que lui apporte l'intellect agent. Et voilà comment, eh bien, par sa structure naturelle, notre intelligence, on le voit, peut parfois comprendre, parfois ne pas comprendre, sans qu'il y ait besoin de poser Dieu qui parfois illuminerait et parfois n'illuminerait pas. La troisième objection dit ceci: si l'intellect actif était une lumière venant de notre intelligence, alors on pourrait l'exercer en perfection n'importe quand. Or, c'est manifestement pas le cas. Il suffirait, dit cette objection, que l'intellect actif éclaire la réalité sensible et là, tout de suite, on en extrairait l'intelligible. Eh bien, il faut répondre à cela que notre condition humaine, évidemment, fait qu'il y a des défauts, je dirais, au début de l'opération intellectuelle et même dans son milieu et son terme, comme je viens de le dire dans l'objection précédente. Les images, d'abord, et c'est le début de l'opération intellectuelle, telles qu'elles sont apportées, je dirais, et que l'intellect actif peut regarder. Ces images-là ne sont pas parfaites. Elles passent à travers un cerveau qui lui-même se fatigue, qui n'est plus ou moins performant. Parce qu'il faut comprendre que ce ne sont pas seulement des images qui sont captées par les sens. Et je dirais là, celui qui a une vue aiguë n'est pas forcément plus intelligent que celui qui est myope. Non, tout cela est apporté au sens interne, que sont l'imagination, la mémoire, le sens commun, l'estimative. Et ces facultés internes de sensibilité sont plus ou moins performantes elles-mêmes en fonction de l'état biologique de notre cerveau. Du coup, même si l'intellect actif est une lumière puissante, capable d'extraire l'intelligible, eh bien, elle fait comme elle peut, à travers des images plus ou moins floues, plus ou moins performantes. D'ailleurs, on en a une idée, et on voit à quel point cet intellect agent est puissant par lui-même lorsque les gens approchent la mort, et que les images leur sont fournies, cette fois, indépendamment du cerveau, puisque la mort vient d'arriver.
et que, je dirais, les facultés sensibles manifestement survivent. Je sais que saint Thomas d'Aquin n'y croyait pas, hein, mais peu importe. Eh bien, on voit que l'intellect agent alors se met à s'exercer avec une puissance extraordinaire, puisque les images mêmes qui lui sont fournies viennent quelquefois de la petite enfance. Tous les souvenirs sont réactivés en acte. Donc on le voit, la limite de l'instrument biologique n'est plus là pour limiter la puissance de l'intellect agent. De même d'ailleurs, à ce moment-là, eh bien, l'objet observé, comme par exemple le Christ qui vient nous chercher, accompagné de la Vierge Marie, des saints et des anges, et ils viennent sous forme sensible, nous les voyons de nos yeux, eh bien, manifestement, je dirais, la lumière émise par leur corps ne cache plus la spiritualité de leur âme, et donc nous comprenons d'un seul coup la profondeur de l'évangile qu'ils prêchent par un simple regard de l'intellect agent. Donc voilà comment les limites peuvent arriver sur la terre. Et disparaître au contraire à l'heure de la mort, lorsque, je dirais, le substrat sensible est parfaitement donné à l'intellect agent. Voilà, je laisse tomber les dernières objections qui reviennent à peu près au même pour passer à l'article 5. L'article 5 rejoint un peu l'article 4 et demande « N'y a-t-il qu'un seul intellect actif pour tous les hommes ?» Et là encore, il faut partir de l'expérience telle que nous l'avons manifestée. Manifestement, non, on le voit bien. Chaque être humain possède et exerce dès qu'il le peut, dès que, je dirais, sa vie sensible s'est assez développée, chaque être humain possède un intellect actif, capable d'extraire des sensations qui lui sont données à lui individuellement par le monde qui l'entoure, capable d'extraire l'intelligible. Dans l'article précédent, j'avais montré que cette lumière qui permet d'éclairer le sensible ne peut pas être Dieu lui-même, ni un ange, sauf évidemment pour les choses qui sont inaccessibles complètement aux facultés naturelles de notre intelligence, mais que c'est notre intelligence elle-même qui est capable activement d'extraire l'intelligible du sensible. C'est logique, Dieu évidemment crée un être humain qui est complet et qui donc est capable de progresser à partir de l'observation du monde. Et je dirais même que le monde, tel que Dieu l'a créé avec sa diversité d'êtres, eh bien, c'est justement pour cela, afin qu'il soit une première demeure où l'intelligence humaine, peu à peu, se développe, se fortifie, apprend à comprendre des concepts abstraits. Alors, quelques objections tirées du texte d'Aristote qui est évidemment poussé beaucoup trop loin. Aristote semble dire que l'intellect actif est séparé, et donc qu'il n'est pas multiplié d'après le nombre des corps humains. Donc il n'y aurait qu'un seul intellect actif pour tous les corps humains. En réalité, quand Aristote dit que l'intellect actif est séparé, et de même il dit que l'intellect passif est séparé, il veut dire par là qu'ils ne sont pas faits de matière, puisqu'ils sont capables d'une opération qui dépasse le domaine de la matière. Donc il veut dire séparé de la matière, non fait de matière. Ce sont des facultés spirituelles. Il ne veut pas dire que ce sont des intellects flottants comme cela en l'air, un peu à la manière dont l'imaginait Platon. Une deuxième objection qui est aussi un peu de l'ordre platonicienne, qui dit ceci: l'intellect actif produit donc un concept universel, par exemple le concept de chat, qui s'applique à tous les chats qui existent sur la Terre, ou le concept de beauté, pour comprendre ce qu'il y a de commun entre toutes les beautés. Et donc, parce que les concepts sont un, eh bien, l'intellect actif, dit cette objection, est forcément un. Donc, là encore, il faut bien repartir de l'expérience. Nous l'avons vu. Si l'intellect actif est capable de produire des concepts universels, c'est à partir d'êtres concrets, sensibles. Un certain nombre de chats observés. Et, je dirais, on regarde ce qu'il y a de commun. L'intellect actif regarde ce qu'il y a de commun entre tous ces chats. Et donc, manifestement, c'est une faculté individuelle que chacun possède. Et chacun fait ce travail d'abstraction. Il faudrait être handicapé, par exemple avec un cerveau limité, pour que, par exemple, à l'âge adulte, quelqu'un soit incapable au minimum de ces abstractions-là, très concrètes.
À la rigueur, qu'on ne comprenne pas le concept universel de beauté, pourquoi pas? Mais le concept très concret de chat, ce qu'il y a de commun à plusieurs chats, eh bien, toute intelligence qui se développe en est capable. Alors l'objection 3 consiste à dire que quand on regarde l'intelligence humaine, on voit qu'à la base, elle n'est pas complètement table rase, qu'elle nous est donnée des principes premiers universels, comme par exemple le principe d'identité. Je veux dire par là qu'il est évident instantanément que ce livre est identique à ce livre. Mais il y a aussi le principe de causalité, que si ce livre tombe, c'est qu'il y a une cause qui le fait tomber, etc. Et donc, manifestement, dit cette objection, ces principes universels qui sont donnés à l'âme viennent d'ailleurs, et donc ce serait l'intellect actif qui viendrait d'ailleurs, qui éclairerait l'intelligence et qui serait commun à tous les hommes. Il faut répondre à cela que, évidemment, d'abord notre intelligence est créée par Dieu, c'est vrai. Donc il y a bien une cause première, mais quand Dieu la crée, il ne la laisse pas complètement table rase, il lui donne effectivement de manière innée, au moins quelques principes universels qui lui permettront ensuite de penser. Quant à savoir si ces principes sont inscrits dès la création de l'intelligence, donc dans l'intellect agent, ou si, en fait, ils viennent simplement, justement, de manière évidente et simple dans la toute petite enfance d'une observation naturelle du réel, je dirais les deux ensemble. Par exemple, le principe de non-contradiction, qui fait que on ne peut pas être noir et blanc sous le même aspect au même endroit, ou assis et debout en même temps. Si ce principe est évident, c'est peut-être tout simplement parce que les données de l'expérience le manifestent universellement et de manière évidente. Ce qui fait d'ailleurs que très vite, un petit enfant qui est confronté à des tours de prestidigitation qui semblent inverser des principes évidents, il est surpris, il est en admiration. Donc peut-être que tout cela ne vient en fin de compte que des expériences primordiales de notre petite enfance. L'article 6 demande « Existe-t-il une mémoire intellectuelle ?» Et là encore, il faut partir non pas des auteurs, comme le fait saint Thomas d'Aquin, mais plutôt de l'observation. D'abord, et nous le comprenons lorsque nous avons été petits, il y a une mémoire sensible. Ça veut dire que, par exemple, pour retenir matériellement une langue étrangère, par exemple le mot « chat » en anglais, en allemand, etc., là pour le coup, il faut un travail de répétition pour pouvoir faire entrer dans une mémoire à long terme ce mot. Il n'y a rien d'intelligible dans le mot « cat » en anglais. Il y a plutôt une mémoire sensible d'un mot particulier qu'il faut prononcer dans telle ou telle langue. Et donc on le voit bien, il y a en nous une mémoire sensible, et quand on dit qu'on apprend par cœur quelque chose et qu'il n'y a pas besoin de le comprendre, qu'il faut simplement l'apprendre par cœur, c'est cette mémoire-là, sensible, que nous exerçons. Et puis, à un moment donné, au cours de notre développement intellectuel, nous commençons à procéder autrement. Ce n'est plus seulement du par cœur, mais nous comprenons quelque chose que nous enseigne un professeur, quelque chose d'intelligent, quelque chose, évidemment, qui là, pour le coup, a éclairé. Ce n'est plus simplement un mot appris par cœur, mais c'est véritablement une compréhension concernant la vie, par exemple, un aspect philosophique des choses ou quelque chose comme cela. Au point de départ, évidemment, lorsque nous sommes une jeune intelligence en train de comprendre quelque chose, on le constate. Il faut quelquefois repasser le raisonnement du professeur afin de le comprendre de nouveau. Et dès que le professeur a quitté la salle, nous ne comprenons plus ce qu'il a dit. C'est à partir de cette première expérience que Avicenne, qui est un philosophe arabe, disait « Il n'y a pas de mémoire intellectuelle. À chaque fois que nous voulons comprendre quelque chose de nouveau, par exemple après avoir dormi, il faut refaire le raisonnement. Et de nouveau, alors, notre intelligence comprend la chose. Donc, elle ne le comprend qu'en acte. Et il n'y a pas une mémoire dans l'intelligence qui fait que la chose demeurerait. En réalité, l'expérience ne peut pas s'arrêter là. Et au bout d'un certain temps, nous le comprenons, à force d'exercer, par exemple, telle ou telle science comme la philosophie du vivant,
quand nous comprenons comment existe l'âme humaine avec ses facultés, et que peu à peu, à force de s'entraîner, ça devient, je dirais, presque naturel. Immédiatement, lorsque nous y pensons, l'âme nous revient immédiatement en mémoire et nous comprenons ce qu'elle est et ce qu'elle implique, à savoir les facultés qui émanent d'elle, et puis les actes des facultés. Eh bien, on le constate. En réalité, nous n'avons plus d'efforts à faire pour comprendre de nouveau ces choses-là. C'est comme si elles sont présentes dans notre intelligence, en puissance, mais réellement présentes, au point qu'il suffit de les remettre en acte pour que, immédiatement, on les comprenne de nouveau. Eh bien, ceci nous montre par l'expérience que nous pouvons acquérir ce qu'on appelle des habitus intellectuels. Ça veut dire une facilité à comprendre et à penser, la chose étant en permanence, non pas comprise en acte, on ne pense pas toujours à la même chose, mais présente en puissance, et il n'y a plus besoin de faire le raisonnement comme le montrait Avicenne. Et donc, tout ceci indique bien qu'il y a bien une mémoire de l'intelligence, une mémoire de ce que nous avons compris, pas seulement une mémoire de ce que nous avons appris par cœur. Il faut cependant, et en la comparant à la mémoire sensible, il faut cependant remarquer que cette mémoire intellectuelle est une mémoire de ce que nous avons compris. Et donc, elle ne porte pas en elle-même sur des événements sensibles passés. Par contre, elle coopère avec la mémoire sensible qui, elle, a pour objet les événements sensibles passés. Donc, quelquefois, on mélange un peu les deux mémoires qui collaborent les unes avec les autres. De même, il faut remarquer que dans la mémoire sensible, comme d'ailleurs dans la mémoire intellectuelle, quand c'est accompagné d'une passion, à savoir un sentiment qui, par exemple, a provoqué une admiration pour un souvenir, que ce soit un souvenir sensible, donc quelque chose de la mémoire sensible, ou un souvenir intellectuel, eh bien, la passion permet de garder davantage et de manière beaucoup plus lumineuse les choses. Ce qui ne veut pas dire que la mémoire intellectuelle est une passion. Non, mais que, évidemment, partie de notre être complet, notre être étant unifié par notre âme, nos facultés ensemble peuvent collaborer. Et donc, quelqu'un passionné, par exemple, par les mathématiques, eh bien, son intelligence mathématique se développera davantage et donc, sa mémoire mathématique avec les habitus mathématiques qui vont avec. Alors, quelques objections, dont la première est ceci. Les animaux, ils ont une mémoire, on le voit bien. Ils se souviennent de, par exemple, la manière de chasser, ils l'apprennent. Les petits l'apprennent de leurs parents, en particulier chez les lions. Et donc après, ils appliqueront la ruse pour pouvoir attraper une proie. Il y a donc chez eux une mémoire. Et donc manifestement, c'est une faculté sensible et non pas une faculté intellectuelle. L'intelligence étant le propre de l'homme. Alors il faut comprendre et apprendre peu à peu à discerner que la mémoire des animaux et la mémoire sensible qui est en nous n'a pas le même objet que la mémoire de l'intelligence. La mémoire sensible a pour objet des images, toujours des images, donc quelque chose que l'on peut, par exemple, dessiner, quelque chose de concret et qui était accessible au départ à nos sens et que nos sens internes ont gardé. Tandis que la mémoire de l'intelligence a pour objet des concepts, des jugements, des raisonnements, donc toutes ces opérations qui ne sont pas représentables sensiblement, mais ce qu'on a compris. Comment se fait-il que parfois nous confondions les deux et on voit parfois des hommes qui, pour montrer qu'ils sont très intelligents alors qu'ils ne le sont pas, se sont contentés d'apprendre par cœur des choses sensibles et de les ressortir quand il le faut. Eh bien, justement, parce que nous avons du mal à distinguer ce qui est de l'ordre des images et ce qui est de l'ordre de la compréhension. Une personne intelligente a compris quelque chose, une personne qui a beaucoup de culture, souvent l'étale. Mais cette culture-là n'implique pas forcément l'intelligence de la culture qu'elle partage. À l'inverse, quand on accumule beaucoup de choses dans sa petite enfance, beaucoup, je dirais, de choses apprises par cœur, donc dans la mémoire sensible, c'est quand ensuite l'intelligence se développera, eh bien, elle trouvera dans cette mémoire sensible un matériau pour pouvoir s'exercer davantage. Donc il ne faut pas opposer mémoire sensible et mémoire de l'intelligence. L'objection 2 va dire que la mémoire se rapporte au passé, toujours une opération passée qu'on remet dans le présent.
Et donc manifestement, comme l'intelligence, elle ne fonctionne pas dans le passé et dans le présent, mais dans l'intelligence des choses. Donc manifestement, il n'y a pas de mémoire de l'intelligence, mais uniquement une mémoire sensible des événements passés. Alors, il faut comprendre d'abord que dans la mémoire sensible des animaux, par exemple, il y a une mémoire non seulement d'avoir un jour éprouvé un sentiment, par exemple, il a reçu un coup de pied, mais aussi de ce qu'il a ressenti, ça veut dire l'objet ressenti, la douleur ressentie à ce moment-là. Mais cet événement, effectivement, se porte vers le passé. Cependant, cette notion de passé-là, elle est plutôt accidentelle. Ce qu'il faut regarder comme étant objet de la mémoire, ce sont toujours des images sensibles. Ça veut dire que la faculté de mémoire sensible des animaux, et même en nous, eh bien, elle a comme objet une réalité sensible du passé. Tandis que l'intelligence, dans sa mémoire, eh bien, ce n'est qu'accidentel que ce soit un raisonnement ou quelque chose que nous avons compris dans un cours que nous avons reçu dans le passé. Ce dont elle se souvient, elle, c'est de ce qui a été compris. Évidemment, les deux se mêlent, d'où la confusion qui peut arriver en nous. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'élaboration du concept de beauté, il est vrai que nous allons nous servir de notre mémoire sensible pour nous représenter, par exemple, eh bien, une beauté sensible qui nous a touchés jadis, comme la beauté d'un visage, d'un paysage, d'un coucher de soleil. Et ça, c'est bien de la mémoire sensible. Donc nous nous remémorons un événement passé. Mais la notion même de beauté, quand nous avons compris que c'est ce qu'il y a de commun, c'est un concept commun à toutes ces réalités sensibles, et que c'est la splendeur d'une forme qui provoque une émotion, c'est ça qui est commun à toutes ces formes de beauté. Eh bien, quand nous l'avons compris, je dirais, peu importe que ce soit passé, présent ou futur, ce qui compte, c'est que nous avons compris quelque chose d'intelligible. Et ça, au fur et à mesure, après avoir fait, je dirais, après avoir produit le concept analogique, on peut le produire de plus en plus facilement. Et il revient, je dirais, immédiatement, dès qu'on pense à ce que c'est que la beauté. Troisième objection, enfin, eh bien la mémoire va conserver en elle des espèces intelligibles auxquelles on ne pense pas actuellement. Et ça, eh bien, je dirais, ça n'existe pas dans l'intelligence. Soit on comprend tel concept, soit on n'y pense pas actuellement, et donc il n'y a pas de mémoire intelligible. Il faut répondre à ça encore une fois par l'expérience. C'est vrai qu'il y a plusieurs manières dont on est, je dirais, informé par un concept intelligible, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le concept de beauté. Parfois, on l'est simplement en puissance lorsque, n'ayant jamais réfléchi à ce que c'est que la beauté, eh bien on ne comprend pas ce que c'est que le concept de beauté, et on cherche. Et puis, voici qu'un professeur l'explique en acte là, et tout d'un coup on comprend ce qu'il y a de commun avec toute la beauté qu'on peut imaginer, beauté intérieure, beauté extérieure, etc. Et là, on peut dire qu'en acte, dans l'acte même de recevoir cet enseignement d'un professeur, on comprend ce que c'est que la beauté. Et puis, au bout d'un certain temps, à force de pratiquer la philosophie, eh bien, il y a une troisième manière d'être par rapport à ce concept-là. C'est quand on n'y pense pas actuellement, mais qu'il est à l'état d'habitus, ça veut dire présent en nous, et que dès qu'on le remet en acte, immédiatement il revient beaucoup plus facilement qu'avant, parce qu'on a compris dans le passé ce que signifiait la beauté. Eh bien, c'est ça la mémoire de l'intelligence. L'article 7 demande si cette mémoire intellectuelle est une puissance distincte de l'intelligence. C'est une question qui se pose effectivement. D'abord, quand on considère et quand on regarde les facultés sensibles, on constate qu'on pose dans la vie sensible plusieurs facultés. Une faculté d'imagination qui, par exemple, est capable de gérer des images indépendamment de ce qu'elles sont et quelquefois de les unifier. Et donc il y a une propriété de l'imagination qu'on appelle la fantaisie, qui est cette capacité de l'homme à jongler avec des images qui quelquefois n'ont aucun rapport, comme par exemple la couleur dorée avec un dragon pour imaginer un dragon doré. Et cependant, on pose une autre faculté, la faculté de mémoire qui a elle-même comme objet des images, mais des images
en tant qu'elles ont été vécues dans le passé et qu'elles sont conservées là, dans la mémoire, donc des images passées. Pourquoi donc est-ce qu'on ne dirait pas qu'il n'y a qu'une seule faculté qui serait l'imagination, avec dedans le pouvoir de conserver les images du passé, mais qu'on distingue deux facultés qui collaborent ensemble? Eh bien, parce que, comme les images sont des choses matérielles, une image actuellement gérée et une image vécue dans le passé, c'est quelque chose de spécifiquement différent qui implique donc bien deux facultés concrètes, sensibles, différentes et qui coopèrent l'une à l'autre, évidemment. En ce qui concerne l'intelligence, on constate que son objet, c'est donc l'être universel qui est compris, profondément compris, et on comprend sa signification. Cet objet de l'intelligence n'est pas matériel, soit on comprend, soit on ne le comprend pas. Et donc, toutes les propriétés de l'intelligence qui permettront de le conserver, de le faire venir aussi d'une manière ou d'une autre, seront en fait simplement des propriétés de cette unique intelligence dans l'acquisition de son objet. Ainsi, dans l'opération intellectuelle, eh bien, le terme de l'opération, qui est la compréhension donc dans l'intellect passif, eh bien, ce n'est pas une faculté particulière qu'il faudrait séparer de la propriété de cette intelligence d'extraire, à partir des images sensibles, leur intelligibilité. Mais c'est un mécanisme de l'unique intelligence. Et de même, au fur et à mesure qu'on comprend des choses, cette capacité à s'en servir de plus en plus rapidement, de plus en plus profondément, qu'on appelle la mémoire intellectuelle, eh bien, c'est encore une fois une propriété de l'intelligence. De même que la conscience intellectuelle, ça veut dire qu'on sait quand on comprend. Évidemment, eh bien, ce n'est pas une nouvelle faculté qu'il faudrait poser, mais c'est encore une propriété essentielle de l'intelligence, parce que, évidemment, si on n'était pas conscient, comment est-ce qu'on pourrait comprendre ? Donc voilà comment, à partir de l'unique faculté intellectuelle, on peut poser diverses propriétés qui collaborent à son objet, sans avoir besoin de poser plusieurs facultés différentes. Alors quelques objections, dont la plus connue vient de saint Augustin qui dit « Il y a dans l'âme mémoire, intelligence et volonté ». Donc trois facultés qui d'ailleurs ont été utilisées ensuite pour établir que l'esprit humain était à l'image de Dieu. Et donc manifestement, d'après saint Augustin, la mémoire serait une faculté distincte de l'intelligence et de la volonté. En réalité, lorsqu'on observe le fonctionnement de l'intelligence humaine, on constate effectivement qu'il y a en elle deux facultés, à savoir celle qui s'accapare l'intelligible, qui la rapporte pour le faire sien, et c'est l'intelligence, avec cette propriété naturelle de l'intelligence qui est de se souvenir de ce qui a été compris dans le passé. Et puis, il y a une deuxième opération. Une fois qu'on comprend que telle chose intelligée est un bien, eh bien, notre volonté se porte vers ce bien afin de s'unir à lui. De même que on ne considère qu'une seule faculté d'intelligence avec ses diverses propriétés que j'ai indiquées jusqu'avant, de même pour la volonté. Dans son exercice, on constate qu'il y a l'acte qui se porte vers le bien, qui est un acte d'amour, elle veut s'unir à ce bien. Et puis ensuite, pour le conquérir, il y a cette efficacité qui se sert de moyen en vue de conquérir le bien. Eh bien, on ne distinguera pas la volonté d'amour d'un côté qui serait une faculté, et puis cette volonté d'efficacité qui se sert des moyens. Mais c'est la volonté elle-même qui ordonne les moyens à la finalité. Et donc il n'y a bien qu'une seule faculté volontaire d'affectivité. Et pourtant plusieurs actes. Deuxième objection, eh bien c'est celle que j'ai traitée dans le corps de l'article. Les puissances de l'âme sensitive se distinguent. On distingue bien, par exemple, le sens et la mémoire sensible. Ce sont deux facultés différentes. Et donc, il faudrait faire la même chose, distinguer la mémoire intellectuelle et puis la faculté d'intelligence intellectuelle. Alors il faut répondre à ça, ce que j'ai dit tout à l'heure. Le passé, le présent, le futur sont des distinctions réelles dans le domaine sensible, alors que dans le domaine intelligible, c'est uniquement accidentel, qu'on ait compris quelque chose dans le passé, qu'on le rende actuel dans le présent, qu'on le comprenne de nouveau. Ce qui compte, c'est qu'on le comprend.
Une troisième objection qui insiste sur la pensée de saint Augustin, qui dit « Mémoire, intelligence et volonté sont égales entre elles et procèdent l'une de l'autre ». Donc s'il dit ça, c'est bien qu'on a trois facultés. Alors il faut répondre que, encore une fois, distinguer la faculté et puis les actes de la faculté. Les actes de la faculté, effectivement, on le voit, ils procèdent l'un de l'autre. Je veux dire par là que le scientifique a une mémoire de sa science, une mémoire par l'acquisition d'un habitus de sa science. Il l'a fait réapparaître dans l'actualité de son être maintenant, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement, et donc il comprend mieux. Donc on peut dire que la mémoire, eh bien, c'est d'elle que procède l'intelligence des choses, mais dans l'acte, par contre, dans les facultés, tout cela, c'est une unique faculté d'intelligence qui s'est simplement perfectionnée. Et donc voilà, je m'arrête ici pour la première partie de cette question qui est très longue, et donc je verrai les 7 derniers articles dans la prochaine vidéo.